et l'industrie, autour de l'étang de verre notamment, mais pas que. Donc, notre rôle, c'est de faciliter les échanges entre les uns et les autres. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, aussi nombreux, et je suis ravie que ça se fasse en partenariat avec la CNDP, à qui je laisserai la parole tout à l'heure. Donc, le cadre de ce webinaire, c'est le dispositif réponse. Donc, réponse, on a une phrase assez simple, c'est apporter des réponses concrètes aux préoccupations des habitants du territoire de l'étang de Berre sur la pollution de l'air. On étend en réponse aux gaz à effet de serre. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'on est aujourd'hui. En fait, le café réponse sert à parler particulièrement d'un sujet ou d'une question qui se pose, et donc de mettre l'éclairage sur un acteur du territoire et l'action qu'il a mise en place pour répondre aux attentes des citoyens. Et en fait, donc cette attente aujourd'hui, c'était quid des nouveaux projets industriels. Alors, c'est très, très vaste. Ah, il y a un micro allumé. N'oubliez pas d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Et donc, ce sujet, je le disais, est très, très vaste. Quid des nouveaux projets industriels, c'est vraiment très étendu. Et donc, il nous a semblé, avec la CNDP, qu'il fallait mettre une première pierre qui était déjà de parler de décarbonation et dépollution. On sait que ces termes sont impropres, mais ils ont le mérite de parler un peu, je dirais, vrai, quoi. Un peu parler, en tout cas, à tout à chacun. Donc, aujourd'hui, nous allons faire cet exercice d'expliquer les différences, grâce à nos intervenants, d'expliquer les différences entre pollution de l'air et gaz à effet de serre, changement climatique, décarbonation. Donc, la dépollution, on sait que normalement, c'est plutôt remédier, et notamment les sols, et la décarbonation, c'est un tout petit cadre du changement climatique. Mais tout ça va vous être expliqué par nos intervenants. Je finis juste avec les modalités avant de laisser la parole à Audrey, présidente de la commission particulière, de la commission particulière du débat public. Donc, les modalités, c'est 20 minutes de présentation par les intervenants et ensuite 30 minutes de questions-réponses. C'est enregistré. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur la caméra, je vous remercie de bien vouloir couper vos caméras. C'est parce que cet enregistrement sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube, la chaîne d'ESPI. Les questions, comme on est très nombreux aujourd'hui, les questions, je vous remercie de bien vouloir les poser dans le chat. C'est Anne Laporte, qui est de la CPDP également, qui va aujourd'hui les gérer et qui fera le relais auprès des intervenants. Donc, elles seront posées à la fin, toutes ensemble. Et si vous avez des problèmes techniques, on a notre secouriste en chef, qui est Shirley, à qui vous pouvez vous adresser. Voilà, je vais laisser la parole à Audrey Richard-Ferrucci pour nous présenter la commission particulière du débat public. Merci Anne. Merci Gwenaëlle. Tout d'abord, dire qu'on est très heureux de ce temps commun, de cette réunion commune au débat public sur Fos-Berre-Provence, un avenir industriel en débat, et avec le dispositif réponse, qui est un dispositif de concertation pérenne sur le territoire. Ce débat va durer 3 mois. Et ce temps commun va nous permettre vraiment d'approfondir sur une question qui est au cœur du débat. Alors, un tout petit mot de présentation de la CNDP. Voilà, la CNDP, la Commission nationale du débat public. Et Gwenaëlle évoquait la CPDP, c'est la commission particulière. Donc, nous sommes une équipe qui avons été désignés pour organiser ce débat. Nous sommes neutres et indépendants. Et vraiment, notre mission, c'est de garantir le droit à l'information. Je me suis inscrit, mais je n'ai pas eu. Je te l'envoie. Alors, il y a un écho. Voilà, Merci. Le droit à l'information et la participation dans le respect de l'article 7, donc de la Charte de l'environnement. Vraiment, toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenu par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Un tout petit mot, on va faire court pour ce débat pour vraiment laisser cette introduction, pour laisser la place ensuite aux intervenants. Un tout petit mot pour indiquer le cadre de ce débat. En fait, ce débat est inédit. En fait, ce dont on débat, ce n'est pas seulement d'un projet, comme ça a pu être le cas précédemment sur les territoires, dans des concertations préalables, mais le débat est vraiment sur la vocation proposée par l'État, vocation de réindustrialisation et de décarbonation, et des alternatives à cette vocation. Et vous voyez dans les termes de cette proposition, pour le territoire, pour les territoires, on a bien le terme de décarbonation. Et aujourd'hui, on est très heureux de ce temps spécifique pour discuter, mieux comprendre de ce que signifie la décarbonation et de son rapport à la dépollution. Alors, Gwenaëlle a introduit
malgré l'impropriété des termes, mais on est bien au cœur des questions et finalement, collectivement, en apprendre sur ce qu'est la décarbonation et au fond, ce que ça implique. Donc, merci beaucoup. Je n'en dirai pas plus sur le cadre du débat. Il y a un site avec l'ensemble des réunions, puisque c'est une des réunions parmi d'autres. Nous étions hier soir à Grance. La semaine prochaine, plusieurs temps sont prévus pour débattre à la fois de la vocation, tous les projets qui contribuent à la vocation, ils sont nombreux. Et je vois qu'autour de l'écran aujourd'hui, il y a plusieurs des porteurs de projets. Voilà, donc n'hésitez pas à leur poser des questions et débattre des effets cumulés de ces projets. Aujourd'hui, donc, quelle est la différence entre décarbonation et dépollution avec 2 personnes pour intervenir, Joël Guyot du GREC Sud et Laetitia Marie d'Atmo Sud. Merci à eux et sans tarder, je leur laisse la parole pour leur présentation. Donc, Monsieur Guyot. Donc, on va... Oui, alors, bonjour, j'attends juste qu'on lance la présentation. Voilà. Il n'est pas encore en plein écran. Bon, Tu peux ça commencer, marche Joël, quand ça même, va hein. arriver. Oui, oui. Bon, passez à la suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais essayer de donner quelques notions générales sur les gaz à effet de serre et les gaz polluants et donc le lien avec décarbonation et dépollution. Alors, d'abord, parler un petit peu rapidement c'est quoi l'effet de serre? L'effet de serre, c'est simplement un phénomène naturel qui existe et qui fait que la Terre est relativement chaude. Si on n'avait pas l'effet de serre, eh bien, au lieu d'avoir 15 degrés, comme la moyenne de la température de la Terre aujourd'hui, elle est de 15 degrés, elle serait moins 18, donc impropre à toute vie. Et heureusement, on a l'enveloppe atmosphérique tout autour qui, en fait, nous protège et retient une partie de la chaleur. Et vous voyez sur ce dessin, à gauche, le Soleil nous envoie du rayonnement visible et des ultraviolets, 100%, on va dire, hein. Et puis, il y en a 20% qui sont absorbés par l'atmosphère, 50% arrivent au sol et 30% sont renvoyés, si vous voulez, sont réfléchis sur l'atmosphère et donc sont renvoyés dans l'espace. Et donc, ça réchauffe, ça ne réchauffe pas l'atmosphère, ça réchauffe le sol. Et le sol, lui, ayant une température beaucoup plus faible que le Soleil, eh bien, il va réémettre du rayonnement, mais avec une longueur d'onde beaucoup plus grande. Et au lieu d'être de l'ultraviolet et du visible, c'est de l'infrarouge. Et cet infrarouge, eh bien, il a la propriété d'être bloqué par l'atmosphère. Et donc, vous voyez le dessin, il fait une série d'allers-retours, mais il reste la plupart, en fait, reste complètement à l'intérieur de l'enveloppe de l'atmosphère. Et donc, ça réchauffe la Terre. Donc, si on n'avait pas cette atmosphère, eh bien, il ferait beaucoup plus froid. Et alors, quels sont les gaz qui participent de l'effet de serre? Eh bien, ce sont des molécules qui sont dans l'air et qui ont 3 atomes, minimum 3 atomes. Et donc, par exemple, l'oxygène, O2, l'azote, N2, ne participent pas réellement à l'effet de serre. Par contre, l'eau, oui, H2O. Et puis, il y a des gaz qui sont en très petite quantité, comme le gaz carbonique, le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote. Tout ça, des gaz à 3 atomes qui, eux, absorbent une partie du rayonnement et donc finalement qui fait que ça se réchauffe. Alors, l'eau, la vapeur d'eau, en fait, le H2O, a un intérêt particulier, c'est que il reste pas longtemps, en fait, la vapeur d'eau ne reste pas très longtemps dans l'atmosphère, et après une semaine, quelques jours, une semaine ou un peu plus, eh bien, l'eau retombe sous forme de pluie, et donc il y a un turnover de la vapeur d'eau dans le cycle de l'eau qui fait qu'il ne change pas vraiment l'effet de serre. Par contre, les autres gaz, le CO2, le protoxyde d'azote et le méthane, eh bien, ont une propriété, c'est que finalement, il existe à l'état naturel, une partie du moins d'entre eux, mais il y a aussi des gaz que l'homme, par ses activités, introduit dans l'atmosphère. Je peux avoir la suivante, s'il vous plaît? Alors, la suivante, voilà.
En fait, moi, je vous ai parlé du CO2, du méthane et du N2O, mais il y en a aussi d'autres gaz qui sont en beaucoup plus petite quantité. Ce sont des gaz fluorés qui, eux, sont aussi issus des activités humaines. Alors, pour faire bref, le CO2, c'est issu de la combustion des énergies fossiles, donc c'est l'utilisation du pétrole, du charbon, du gaz naturel, production du ciment et déforestation aussi. Quand on brûle les forêts, eh bien, on renvoie du CO2 dans l'atmosphère. Le méthane, eh bien, c'est les décharges, c'est l'agriculture, en particulier le riz. Le riz émet, parce que ce sont des zones humides, émet du CH4. Et l'élevage, par exemple les ruminants, par leur eau, émettent du méthane. Et aussi des procédés industriels. Le protoxyde d'azote, c'est essentiellement, c'est azoté, donc ça vient en fait des engrais. Et donc c'est essentiellement l'agriculture. Voilà. Et les autres gaz sont effectivement beaucoup plus longs. Ce sont les gaz qu'on utilise dans les frigos, dans les bonbonnes de spray, etc. Et ces gaz ont des temps de résidence très élevés. Par exemple, le CO2 reste 100 ans dans l'atmosphère, le CH4 12 ans et le protoxyde d'azote 120 ans. Et ils ont des pouvoirs de réchauffant différents. On prend comme référence le CO2, donc on lui donne arbitrairement la valeur de 1, et le méthane est 25 fois plus réchauffant et le protoxyde d'azote 298 fois plus. Et les autres gaz fluorés, alors là, ça va jusqu'à 22 000 fois plus. Quoi. Et il reste 50 000 ans, jusqu'à 50 000 ans dans l'atmosphère. Donc finalement, si on tient compte à la fois de leur durée dans l'atmosphère et du pouvoir réchauffant, eh bien, ils contribuent au réchauffement à raison de 65% pour le CO2, 15% pour le méthane, 5% pour le protoxyde d'azote et 10% pour les gaz fluorés. Et donc, on parle ici de décarbonation. Eh bien, ce sont les gaz qui ont un carbone dans leurs molécules. C'est essentiellement le CO2 et le CH4. Et ça fait à peu près 80% de l'ensemble des gaz à effet de serre. La suivante, s'il vous plaît. Alors, chez moi, c'est lent, mais voilà. Alors, quand on parle de pollution, eh bien, c'est un peu différent. La définition de pollution, de polluant, c'est l'ensemble de gaz et de particules en suspension qui sont présents dans l'air, à l'intérieur ou à l'extérieur, et dont les niveaux de concentration varient en fonction des émissions et des conditions météorologiques. Et les polluants sont nuisibles pour la santé et l'environnement, alors que les gaz à effet de serre sont complètement inertes directement pour la santé. À cause du réchauffement climatique qu'ils induisent, ça a quand même des répercussions sur la santé, mais directement, non. Et donc, en plus, les polluants ont un effet local et ils ne restent pas longtemps dans l'atmosphère. Et ils peuvent aussi avoir des sources communes avec les gaz à effet de serre. Et donc, finalement, quand on lutte contre le réchauffement climatique, eh bien, on va supprimer certains gaz à effet de serre. Ça permettra aussi de supprimer certains polluants, mais pas tous. Et on va voir après qu'il y a des polluants qui ont un pouvoir refroidissant. La suivante. Alors, la suivante. Je pense que ça arrive, Joël. C'est un petit délai. Voilà, bon. Alors, les polluants, leurs sources, d'abord, je ne vais pas les détailler. Il y en a de nombreux. Il y a des particules fines, il y a les oxydes d'azote, à ne pas confondre avec le protoxyde d'azote, il y a l'ozone, l'ammoniac, le dioxyde de soufre, etc. Et les émetteurs de tous ces gaz-là sont très diversifiés. Ça peut être l'automobile, ça peut être l'industrie, ça peut être les habitations, et ça peut être aussi, il y a des sources naturelles, par exemple les arbres émettent des composants organiques volatiles. Donc là, vous voyez, c'est quand même essentiellement les activités humaines qui sont source de ces polluants. La suivante. Voilà. Alors ici, on va voir l'évolution des gaz à effet de serre et aussi des gaz qui sont polluants. Et on va voir leur effet sur le climat. Du moins, dans les gaz polluants, seulement une partie ont un effet sur le climat. Donc, si vous regardez cette courbe depuis 1750 jusque maintenant, vous voyez en gros, en gris,
eh bien, c'est le CO2 qui augmente assez fortement dans les dernières décennies. Au-dessus, vous avez les autres gaz à effet de serre en vert pâle. En vert foncé, vous avez l'ozone de la troposphère. Et ça, ce sont les effets des gaz à effet de serre. Et puis, il y a l'activité du Soleil qui est en orange, qui lui n'est pas évidemment un gaz à effet de serre, mais comme l'énergie du Soleil qui nous arrive varie au cours du temps, eh bien, on a aussi un léger effet de cette activité du Soleil. Et dans l'autre sens, en rouge, en dessous, eh bien, vous avez les aérosols. Donc, c'est par exemple l'aérosol de soufre, différents aérosols, l'utilisation des terres qui envoient des poussières, et puis la courbe tout en bas qui a des pics, eh bien, c'est l'activité volcanique. Parce que là, c'est une source naturelle, et les volcans émettent des aérosols de soufre dans l'atmosphère, et pendant 1 an ou 2 ou 3 ans, eh bien, ça refroidit le climat. Et le bilan de tout ça, c'est que si on n'avait pas les gaz et les aérosols, les aérosols et les gaz qui sont en dessous, eh bien, le réchauffement dû au gaz à effet de serre, c'est de l'ordre d'à peu près de 1,2 degré depuis 1750. Et en fait, il serait, si on n'avait pas ces gaz qui refroidissent, eh bien, il serait en fait de 1,8 degré. Et donc, il y a 0,6 degré. La différence, ce sont les polluants qui refroidissent le climat. Et donc, c'est essentiellement, mais de manière très temporaire, les volcans. Et on a également les poussières qui retombent sur la neige. Et puis, les aérosols, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, pour mesurer cet effet des gaz à effet de serre sur le climat, eh bien, il existe un indicateur qui s'appelle l'empreinte carbone qui nous permet de mesurer finalement ce que une personne, une industrie, un secteur, un pays émet comme gaz à effet de serre. Alors, par exemple, vous voyez dans l'empreinte carbone, en orange, les voitures particulières et le chauffage émettent à peu près 100 millions de tonnes de CO2 équivalent. Équivalent, ça veut dire qu'on rassemble tous les gaz à effet de serre comme si c'était du CO2. On a une petite équation pour remettre tout ça ensemble. Et puis, on a les émissions de la production intérieure hors exportation. Par exemple, la France produit du vin. Eh bien, ça émet des gaz à effet de serre. Mais une partie sont vendus à l'extérieur. Alors là, ça devient des exportations et ça peut être déduit de notre empreinte carbone. Et puis, on a finalement des émissions importées, c'est-à-dire que quand on va racheter des produits qui sont fabriqués en Chine, eh bien, on n'émet pas de manière locale des gaz à effet de serre. Par contre, on les ramène par importation. Et ça, on doit le compter parce que ce que les Chinois construisent pour nous, ce n'est pas du tout à eux qu'il faut les imputer, mais à nous. Et donc, ça, c'est le total. Donc, la France fait à peu près 650 millions de CO2 par an. Si on ramène ça par habitant, ça fait 10 tonnes. Par contre, si on regarde uniquement les émissions territoriales qui sont à droite, ce qu'on appelle l'inventaire national, eh bien, c'est 6,6 tonnes par habitant. Donc, vous voyez, c'est presque le double. Donc, finalement, il faut vraiment prendre en compte l'ensemble des processus pour connaître quelles sont les responsabilités dans les émissions de gaz à effet de serre et donc dans le réchauffement final. Et donc, pour terminer, la dernière, voilà, il y a une équation toute simple qui nous permet de calculer la température directement à partir des émissions de gaz à effet de serre qui sont cumulées depuis 1750. Et vous voyez, depuis 1900 jusqu'à 2000, on est dans le bleu, donc c'est plutôt frais comme température, avec du CO2 qui est de l'ordre de 300 ppm par million. Et puis, dans le futur, eh bien, on a des scénarios. Alors, soit on dit on va mettre en place un système qui va nous limiter fortement nos émissions de gaz à effet de serre. À ce moment-là, on a l'espoir d'arriver à 2 degrés de réchauffement, pas plus. Ou bien, si on ne fait strictement rien, on arrivera jusqu'à 8 degrés, et là, c'est pour la région PACA. Et puis, on a la situation intermédiaire, qui est vraisemblablement celle qu'on connaîtra d'ici la fin du siècle,
qui nous fera un réchauffement de 4 degrés. Donc, vous voyez que là, on est complètement dans le rouge léger si on respecte l'accord de Paris, donc il limite nos émissions de gaz à effet de serre, et donc on ne dépasse pas 400 ppm, ou bien alors jusqu'à 8 degrés à ce moment-là, un climat qui serait complètement invivable. Voilà, j'en reste là, et je pense que j'étais un peu long, veuillez m'en excuser. Merci beaucoup, Joël. Non, c'était bien et très clair. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, pour moi, c'est très clair. Mais n'hésitez pas à poser vos questions ou si vous avez besoin de compléments dans le chat à l'image de ce qu'a fait Névénic et on prendra toutes les questions après. On va laisser maintenant la parole à Laetitia pour aller un petit peu plus loin en PACA sur les inventaires d'émissions. Donc, je vais te laisser partager ton écran, Laetitia. Voilà, je le partage. Est-ce que vous Parfait. voyez? Oui, on l'a pas en diaporama, mais ça va venir. Je le mets. Voilà. Donc bonjour à Merci. tous, moi je suis Laetitia Marie, je suis responsable du pôle action territoriale à Atmos Sud, le pôle qui est en relation avec les acteurs du territoire. Et j'ai laissé finalement dans la présentation le nom de Sébastien Mathieu, qui est en général votre chargé d'action territoriale sur les Bouches-du-Rhône et votre interlocuteur si vous avez des questions. Alors moi, ce que je voulais évoquer avec vous dans un premier temps pour bien comprendre, parce qu'on entend souvent ces discussions et on sent bien parfois les incompréhensions, c'est bien repréciser la différence entre émission et concentration. Donc les émissions, c'est ce qui est émis à la cheminée de l'industrie, au pot d'échappement du véhicule, c'est vraiment la quantité de polluants à l'émission, à la cheminée. Et donc, ça se mesure en général en tonnes par an émis par une structure ou par un ensemble de véhicules, par exemple, sur un territoire. La concentration, ça correspond à la dispersion de ces émissions. Donc, vous avez des émissions qui sont émises dans l'atmosphère, des polluants qui sont émis dans l'atmosphère et qui vont être dispersés avec le vent, la météo, la rugosité du bâti, etc., des réactions chimiques aussi. Et ça va se transformer en concentration de polluants. Et nous, c'est ce qu'on va mesurer au niveau des territoires, donc Atmos Sud. C'est bien les concentrations de polluants que vous respirez. Et donc, on ne mesure pas au niveau d'Atmos Sud à l'émission. Hein, on n'a pas d'appareil aujourd'hui pour mesurer à l'émission. Ce n'est pas notre travail. Nous, notre travail, c'est vraiment de mesurer ce que vous respirez. Et donc, je l'ai dans la diapo d'après qui explique un petit peu ce qu'on fait de tout ça. On mesure effectivement par des appareils répartis sur toute la région, avec ce type comme vous le voyez à l'écran, ce type de station de mesure permanente. On mesure aussi par la surveillance participative. Hein. Vous participez aujourd'hui avec des outils de signalement comme Signalair ou avec des microcapteurs à apporter de l'information pour la surveillance de la qualité de l'air. On met en place par contre un inventaire des émissions, donc c'est ça dont on va surtout parler aujourd'hui. On ne mesure pas l'émission, mais par contre on a besoin de savoir quels sont les grands secteurs d'activité qui émettent sur un territoire pour permettre aux acteurs de savoir sur quel secteur il faut plutôt avancer ou agir pour réduire les émissions ou de polluants ou de gaz à effet de serre, et c'est ça dont on va parler tout à l'heure. Et tous ces outils mélangés, mesures et inventaires, nous permettent de cartographier la pollution à une échelle maintenant très fine, hein, de 25 mètres pour différents polluants et qui nous permettent de connaître finalement en le croisant avec la population, les populations qui sont exposées au dépassement des seuils réglementaires et sanitaires. Et donc là, on va s'arrêter plutôt sur l'inventaire des émissions pour comprendre finalement par rapport aux polluants et aux gaz à effet de serre, qu'est-ce qui émet des polluants sur le territoire et notamment l'arrondissement de d'Istres, et ce qui émet des gaz à effet de serre et où est-ce qu'on peut agir pour faire réduire les deux ou l'un ou l'autre. Donc déjà, juste un rappel pour bien comprendre l'inventaire des émissions. Cet inventaire, c'est un calcul théorique qui est fait sur la base de l'ensemble des activités qui sont aujourd'hui fournies par les acteurs du territoire. Donc, on va avoir notamment les surfaces cultivées, la consommation d'énergie, mais on va avoir aussi des comptages de trafic, par exemple, ou des catégories de navires, un nombre de navires, etc. Qu'on va multiplier par un facteur d'émission, c'est-à-dire par exemple si on prend les kilomètres parcourus par un véhicule, on va avoir X kilomètres parcourus par un véhicule et on va avoir un facteur d'émission qui va nous permettre de dire pour tel type de véhicule, c'est tant d'émissions, tant de grammes de polluants émis de tel type de polluants pour tel type de véhicule, et donc multiplié par le nombre de kilomètres parcourus, on arrive aux émissions.
Voilà, et donc, on récupère les données de trafic au niveau territorial par les collectivités. Les données industrielles, ben, c'est les industries qui déclarent finalement les émissions qu'elles font sur le territoire à l'ADREAL, et on récupère ces informations, voilà, etc. Et on a différents secteurs d'activité qu'on va détailler après, enfin, que vous verrez effectivement dans les résultats. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du maritime, on a des données comme la typologie de navire, sa dimension, son ancienneté, sa motorisation, et on a des facteurs d'émission associés aux différents types de carburants, fioul lourd, diesel marin, etc., GNL, et ce qui nous permet d'avoir, pour chaque type de navire sur un territoire, les émissions de certains polluants par type de navire, ce qu'on a à l'écran, par exemple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'inventaire des émissions, c'est de la commune à la région. Donc, la plus petite échelle qu'on fournit aujourd'hui dans notre inventaire d'émissions, c'est une échelle communale. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est les différents scopes. Les scopes, finalement, c'est les prismes à travers on va regarder ces données pour répondre à un besoin. Donc, aujourd'hui, on a le scope 1 qui correspond aux émissions qui sont directes sur un territoire. Et le scope 2, ça va être les émissions qui sont associées à la consommation d'énergie qu'on va avoir sur un territoire et que la production associée à cette consommation d'énergie va être sur le territoire ou sur un autre territoire. Et le scope 3, c'est le cycle de vie par exemple, d'un véhicule ou d'un élément dont on parle. Donc, si je donne comme exemple la voiture électrique, en scope 1, elle va rouler et en roulant, il va y avoir l'usure des freins, l'usure des pneus. Et donc, les particules qui vont être émises localement par l'usure des freins, ça sera le scope 1. Pour le scope 2, c'est plutôt, c'est plutôt les émissions qui vont être associées à la production d'électricité qu'on va faire, qu'elle soit sur le territoire ou ailleurs, pour fournir l'énergie pour que cette voiture roule sur le territoire. Donc finalement, on va avoir des émissions d'entreprise ou d'industrie par ailleurs ou sur le territoire, hein, mais qui vont être liées à la consommation électrique du véhicule qui va rouler. Et donc là, on est sur le scope 2. Et le scope 3, ben, comme je le disais, c'est le cycle de vie, c'est tout ce qui va être émis lors de la fabrication, du transport, de l'utilisation, de la fin de vie de ce véhicule. Et donc nous, Atmosud aujourd'hui, on sait faire le scope 1 et le scope 2. Le scope 3 aujourd'hui, on ne sait pas faire. Et les méthodologies qui sont utilisées pour faire ces scope 1 et scope 2 sont des méthodologies qui sont partagées au niveau national et qu'on partage avec les autres ASCA. Donc ce sont certes des calculs théoriques, mais qui nous permettent d'avoir en grande masse les grands secteurs d'activité qui sont émetteurs et de suivre surtout avec la même méthodologie dans le temps l'évolution de ces émissions en lien avec les évolutions des activités. Donc là, on va s'arrêter sur les émissions qui sont liées à l'arrondissement d'Istres. Donc, vous pouvez retrouver sur notre outil SIGAL, c'est donc consultation d'inventaire. Alors, c'est plus inventaire maintenant, c'est d'indicateurs géolocalisés air, climat, énergie. Vous pourrez avoir accès à ce que je vais vous montrer à présent. Sur l'arrondissement d'Istres, normalement, on a l'échelle communale, puis départementale, ensuite EPCI, département et région. Mais sur l'arrondissement d'Istres, on a fait une échelle spécifique. Donc là, je vous montre à l'écran finalement les émissions pour l'arrondissement d'Istres des polluants et des gaz à effet de serre. Donc si on regarde les polluants, j'ai pris les polluants principaux, ceux dont a parlé tout à l'heure Joël, qui sont, et notamment les polluants réglementés sur ce territoire. On va avoir les oxydes d'azote, le NOx en haut à gauche, finalement qui sont le plus émis en quantité par rapport aux autres. Et on voit que les sources principales de ces oxydes d'azote, c'est le secteur industriel en orangé, hein, donc on a industrie et production d'énergie sur le territoire, et le secteur maritime, hein, qui vont être vraiment les deux principaux secteurs émetteurs des oxydes d'azote sur ce territoire, avec un peu le trafic routier. Pour les particules fines PM2,5, c'est plutôt le secteur industriel qu'on retrouve en orange, un petit peu maritime et routier, et surtout le secteur résidentiel, notamment avec la combustion de biomasse, qui aujourd'hui dans la région, comme au niveau national, est un des émetteurs principaux aussi de particules fines, en même temps que le secteur industriel. Évidemment, les composés organiques volatiles non méthaniques, c'est principalement sur ce territoire de l'arrondissement d'Istres émis par le secteur industriel. On va avoir un petit peu de résidentiel et aussi un petit peu de naturel, hein, biogénique. On a vu que c'était des polluants qui pouvaient être aussi émis par la nature. Et le dioxyde de soufre qui, lui, est principalement issu du secteur industriel.
Pour les gaz à effet de serre, donc le fameux scope 2 qu'on va avoir sur le territoire, mais aussi en termes de production d'énergie par rapport à la consommation d'énergie du territoire, on voit que le principal émetteur de gaz à effet de serre de l'arrondissement d'Istres, c'est bien le secteur industriel, cette fois-ci en orange, là, et la production d'énergie principalement. Et donc, on parle de bilan net parce que on calcule aujourd'hui la séquestration carbone. Donc, c'est finalement ce que la végétation, lors de la croissance des arbres, finalement, va capter comme carbone et qui permet plus on séquestre, plus on va vers l'équilibre neutralité carbone. Donc là, on voit qu'on est loin de l'équilibre. Hein, ça fait à peu près 0,1% de séquestration carbone sur ce territoire par rapport aux 14 millions de tonnes qui sont émises de gaz à effet de serre. Alors là, je vous ai mis l'ensemble des graphes pour les polluants et j'ai le même pour les gaz à effet de serre. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail pour chacun, mais c'est de voir que pour l'ensemble des polluants, depuis 2007, on a un inventaire des émissions depuis 2007 et que maintenant on fait annuellement depuis 2012, on a une tendance à la baisse des émissions pour l'ensemble des polluants que j'ai évoqués, très forte pour la partie dioxyde de soufre, hein, puisqu'on a réduit on réduit le soufre dans les process industriels sur ce territoire très fortement ces dernières années, ce qui fait qu'on a une baisse très importante. Et pour les composés organiques volatiles NOx PM2,5, on voit qu'on a une baisse ces dernières années, principalement due à la baisse de ces émissions dans le secteur industriel, hein, puisque vous savez, les industries sont contraintes à réduire leurs émissions. Donc, on a une baisse qui est liée à cette baisse du secteur industriel et aussi, on le voit un petit peu moins, mais du secteur du trafic routier, alors que le maritime, lui, va plutôt stagner, voire un peu augmenter en lien avec l'augmentation d'activité. Et puis le secteur résidentiel qui, lui, stagne aussi ces dernières années. Et puis, par contre, pour les gaz à effet de serre, on voit qu'on a plutôt une tendance, alors légèrement à la baisse quand même, mais on a plutôt une tendance à la stagnation ces dernières années pour les gaz à effet de serre. Et donc, moi, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, avant de vous laisser la parole, c'est qu'on voit qu'il y a une dynamique donc, à la diminution des quantités émises dans l'atmosphère donc, pour les polluants, qu'on vient de voir, notamment d'origine industrielle. Il n'y a pas ou peu d'évolution significative à la baisse concernant les gaz à effet de serre. Et donc, qu'on voit que finalement, les actions menées qui ont permis de réduire les émissions de polluants dans ce territoire ont peu permis la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément les mêmes procédés. Aujourd'hui, par exemple, on parle du soufre. Le soufre, eh ben voilà, on a réduit le soufre dans les procédés industriels, ça a réduit les émissions de soufre, mais ça n'a pas forcément réduit les émissions de gaz à effet de serre. Si on met des filtres à particules dans les cheminées des industries ou même des bâtiments, on va réduire les émissions de particules, mais pour autant pas les émissions de gaz à effet de serre. Donc réduire les polluants n'implique pas toujours une réduction des gaz à effet de serre, et inversement. Pour l'inverse, c'est pareil. Aujourd'hui, bien sûr, on parlait tout à l'heure d'énergie fossile. Si on réduit les combustions liées à cette énergie fossile, on va réduire, on va décarboner, on va réduire donc les émissions de gaz à effet de serre, de carbone, et on va réduire aussi les polluants. Par contre, par exemple, si on parle d'électrification, localement, ben, là aussi, on va arrêter, si on électrifie les navires, par exemple, on ne va plus émettre de polluants ni de gaz à effet de serre là où le navire sera électrifié. Par contre, effectivement, l'électricité utilisée pour électrifier ce navire va bien être produite quelque part et selon la production de cette énergie, elle va peut-être émettre des gaz à effet de serre par ailleurs. Si on prend les chaufferies bois, c'est pareil, on parle du bois comme étant neutre en carbone parce que quand on prend un arbre, qu'on le coupe, qu'on va le brûler dans une forêt durable, on estime qu'on va le replanter et que donc la croissance de cet arbre va capter le CO2 qui va être émis lorsqu'il va être brûlé. Donc, on dit aujourd'hui par nomenclature que c'est neutre en carbone. Il y a encore des discussions là-dessus en ce moment, mais bon, pour l'instant, c'est la nomenclature qui est comme ça. Mais par contre, en termes d'émissions de polluants, ben, le bois brûlé, selon le type de bois, selon la combustion, va émettre des particules. Donc c'est important dans ces cas-là de réfléchir à mettre, soit d'utiliser des foyers labellisés flamme verte, cette étoile pour le particulier, soit sur les chaufferies, de mettre les bons systèmes de dépollution, enfin de filtres à particules dans les cheminées. Voilà. Donc, quand on parle de décarbonation et donc d'actions menées au niveau des industriels ou des actions des territoires pour réduire les effets de serre, il faut aussi penser à réduire la pollution. Et il ne faut pas
simplement que la pollution soit la réduction de la pollution soit une conséquence de la réduction des gaz à effet de serre. Comme on l'a vu, quand on réduit les gaz à effet de serre, parfois ça réduit les pollutions, mais parfois pas. Donc c'est important de prendre en considération les deux et que les deux soient un objectif et pas simplement une conséquence de l'autre. Voilà ce que je voulais vous partager. Merci Laetitia, merci. C'était vraiment très clair aussi. Bravo à tous les deux parce que c'était très clair et on a bien articulé les deux. Je vais maintenant laisser la parole à Anne pour relayer le chat. Bonjour. Alors donc, on a 4 questions pour le moment. Une première question pour Joël Guyot, donc du Grec Sud. Je lis la question. Par curiosité, a-t-on sur la température une comparaison entre les données réelles historiques et la courbe des cycles de Milankovitch? Monsieur Guyot. Alors, les cycles de On est sur Milankovitch, du c'est pas du technique, hein. tout. Ouais. Oui, et c'est pas ce qu'on appelle un réchauffement naturel, c'est quelque chose qui opère à des échelles géologiques. Et donc, le réchauffement géologique, c'est les aires glaciaires, interglaciaires. Et actuellement, on est dans une période interglaciaire plutôt chaude. Et on a eu des périodes glaciaires qui s'est terminée il y a à peu près 12 000 ans et qui étaient 5 degrés plus froides en moyenne. Et ici, on a un réchauffement de 1,2 degré, c'est-à-dire déjà un cinquième du réchauffement qu'on a eu à la fin du glaciaire précédent. Et les modèles nous disent pour la fin du siècle, donc dans 100 ans, même pas maintenant, dans 80, 75 ans, ce sera, selon les cas, entre 2 et 5 degrés. C'est-à-dire que si on ne fait rien, on pourrait avoir à la fin du siècle un réchauffement équivalent à un réchauffement interglaciaire glaciaire donc induit par les cycles de Milankovitch. Donc, c'est assez important comme réchauffement et surtout la différence, c'est que le glaciaire interglaciaire, ça se passe sur plusieurs milliers d'années, ça se fait sur 6-7 000 ans et ici, on aura ça en 100 ans, un siècle. Donc, ça va être beaucoup plus difficile de s'y adapter et ça va être nettement plus catastrophique. Je ne sais pas si c'était dans ce sens-là que la question a été posée, mais c'est comme je l'ai comprise, moi. Oui, je vous remercie, donc, Monsieur Calec, c'était par curiosité, effectivement, sachant que le cycle Milankovitch... On n'entend pas. On entendait un peu, mais on n'entend plus du tout. Je te propose de passer à la suivante, Anne, et puis Ouais. Névénic D'accord. complétera si besoin. Ok. Alors donc la deuxième question et les questions qui suivent pour le moment sont pour Laetitia Maré, Atmos Sud. Concernant les données issues des industriels sur les polluants émis, ces données ne devraient-elles pas être relevées par un organisme indépendant? Alors, je ne sais pas ce qui est entendu derrière cette question, mais peut-être vous ne connaissez pas forcément bien Atmos Sud. Donc, Atmos Sud, c'est l'Observatoire de surveillance de la qualité de l'air, climat-énergie en région. C'est une ASCA, donc Association agréée de surveillance de la qualité de l'air, comme il y en a plusieurs au niveau national, hein, et chaque ASCA est sur une région. Et elles sont fédérées en la fédération Atmos Sud. Et on est constitué de 4 collèges. Les associations en font partie, les collectivités, les industriels et l'État, ce qui confère à notre organisme un statut indépendant. Voilà. Donc, Atmos Sud, sa mission, c'est bien, de façon indépendante, de surveiller la qualité de l'air au niveau régional, en lien avec la réglementation. C'est notre premier agrément, il est là-dessus. Hein. On est agréé par le ministère de l'Environnement pour assurer cette surveillance en région. Mais il n'y a pas que la réglementation, on assure aussi une surveillance en fonction des besoins des territoires qui sont remontés par les citoyens, les populations, les collectivités, les industriels aussi en font partie, et on travaille tous autour de la table là-dessus. Et alors évidemment, sur l'inventaire, les méthodologies, elles sont donc faites au niveau national par l'ensemble de ces ASCA. On travaille avec le CITEPA aussi, donc, voilà, et on récupère les informations qui nous sont fournies par les acteurs. Alors, je pense que Laetitia, la question posait aussi sur ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'était les industriels qui donnaient leurs émissions. C'est pour ça que je n'étais pas sûre de bien comprendre la question. Mais par rapport à ça, bah oui, aujourd'hui, on fait avec les données qui nous sont fournies. Et effectivement, au niveau industriel, c'est déclaratif. En termes d'émissions des industries, ils déclarent leurs émissions. La DREAL, je ne sais pas si la DREAL est dans la salle et peut l'expliquer, mais la DREAL fait des contrôles aussi par rapport à ces déclarations. Il y a des mesures aussi, je pense, qui sont faites à l'émission quand nécessaire. Mais c'est des déclarations qui sont faites en base de données à la DREAL et nous, on récupère ces informations qui nous sont fournies par la DREAL. Voilà. Merci. Merci.
pense que c'est clair. Parfait. Donc une autre question, donc toujours pour Laetitia Marie Atmosud, à propos des camemberts sur les émissions à Istres. Donc la question c'est, il y a NOx, PM, COV et SO2 et pas le CO2. Comment arrive-t-on à un total de gaz à effet de serre s'il n'y a pas le CO2? Alors si, alors je l'ai peut-être été un peu vite sur la présentation, je vous la remonterai à l'écran, mais en fait, vous avez les deux. Donc à gauche de l'écran, là, vous avez les camemberts, effectivement, émissions de polluants, oxyde d'azote, particules fines, composés organiques, dioxyde de soufre. C'est le fameux bilan territorial que nous, on prend sur le scope 1. Donc quand on parle de polluants, on est plutôt sur ce scope vraiment émis sur le territoire. Et quand on parle de GES, on est plutôt sur le scope 2, c'est ce qui va être émis en lien avec la consommation d'énergie du territoire. Et là, vous avez effectivement c'est plus un camembert, là, c'est un bâton, un histogramme, le total des GES en équivalent CE2. Et dans notre inventaire que vous retrouverez donc sur le lien que je vous ai montré, SIGAL, vous avez accès aux différents polluants, aux différents CO2, donc aux différents gaz à effet de serre, pardon. Il y a le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote, et il y a 2 gaz fluorés. Et donc là, je vous ai présenté le total de ces GES en équivalent CO2. De toute façon, c'est principalement le CO2 en quantité qui est émis sur ce territoire. Oui, donc ce qu'on voit aussi, c'est que les contributions ne sont pas du tout les mêmes sur la partie polluant que sur la partie Voilà. CO2. C'est ça. Sur la partie, selon les polluants, alors voilà, on va avoir le dioxyde de soufre qui, lui, est principalement issu de l'industrie avec un petit peu de maritime. Et le reste, c'est assez réparti. Les oxydes d'azote sur le trafic maritime et l'industrie, les particules, l'industrie et le résidentiel. Et le COV, c'est plutôt l'industrie avec un peu de naturel et de résidentiel. Alors que pour le CO2, enfin, en tout cas, les gaz à effet de serre, c'est principalement l'industrie sur ce territoire, en tout cas. Merci. Donc, je poursuis donc toujours pour Atmosud, une question sur SIGAL. Alors, il y a des indicateurs sur la production de béton ou des centrales à bitume, mais on n'arrive pas à avoir un indicateur sur la totalité du secteur bâtiment et travaux publics, donc qui inclut transport, chantier, etc. Peut-on demander des résultats agrégés à Atmosud sur ce secteur ou est-ce impossible à calculer? Alors, on doit pouvoir avoir, parce que l'inventaire des émissions qu'on vous propose et que j'ai présenté permet d'avoir des éléments un peu globaux par grand secteur. Mais en fait, comme je vous le disais, on a la possibilité d'avoir des choses très très fines. Comme tout à l'heure, j'expliquais pour les véhicules ou pour les navires, on a l'information par type de véhicule, etc. Donc, et des facteurs d'émission associés à chaque type de véhicule, avec les kilomètres parcourus pour chacun. Et donc, nous, on a la possibilité d'avoir un détail pour différents secteurs d'activité qu'on peut extraire pour nos acteurs. Maintenant, sur cette question-là en particulier, je sais que c'est quand même assez complexe parce qu'on n'a pas toutes les informations sur les chantiers, les transports liés au bâtiment. Ça va souvent être peut-être des statistiques nationales qu'on va déconvoluer au niveau local. Voilà. Mais on peut toujours vous pouvez toujours nous demander et on peut essayer de voir ce qu'on peut extraire comme données la plus précise possible sur ces sujets. Merci. Donc, autre question. Actuellement, donc, Picto effectue des études de décarbonation dans le cadre de Sirius. Existe-t-il des collaborations ou des projets de collaboration entre Picto et Atmosud? Oui, oui, on a échangé avec Picto, bien sûr, hein, qui a fait un premier travail avec les industriels, des nouveaux projets qui sont en cours, etc. Et on est plutôt dans une phase aujourd'hui où justement dans cette collaboration pour travailler sur l'évaluation éventuellement de l'impact de cette décarbonation des projets. Et surtout peut-être pour suivre au fil de l'eau, en fonction des projets qui seront mis en place, l'impact des actions réellement mises en œuvre. Mais en tout cas, oui, on est rentré en contact et on essaye de mettre en place cette collaboration pour pouvoir apporter nos données, de toute façon, qui sont déjà des données de diagnostic intéressantes pour le territoire, et ensuite pour voir s'il y a des évaluations à faire, si on peut il y a des choses qu'on peut réaliser en tout cas. Alors, juste pour préciser, Picto donc, est une association d'industriels sur le pourtour de l'étang et qui a qui a fédéré en fait l'ensemble des industriels autour d'eux pour justement évaluer tous les démarches de décarbonation et les scénarios dans lesquels on se projetait et avoir une approche commune en fait de cette décarbonation à l'échelle du territoire. Merci.
Donc, une autre question un peu plus générale. Alors, je vous lis la question. Il est important de faire des efforts à la fois sur les gaz à effet de serre et sur les polluants. Pour y parvenir, un effort doit être fait dans la diminution des productions industrielles ou diminution des déplacements, notamment des matériaux, et donc sur un effort de sobriété. Donc la réindustrialisation, même éventuellement décarbonée, va-t-elle vraiment dans ce sens? Par exemple, si on crée une nouvelle usine d'hydrogène, est-on sûr que l'on va fermer une raffinerie de pétrole produisant un équivalent? En fait, ne va-t-on pas faire une addition d'industrie au lieu d'un remplacement? Alors, je ne sais pas si nos intervenants sont en capacité de répondre là. Je ne sais pas si on peut répondre à ça. Non, ouais. Non, mais c'est une vraie question. En tout cas, c'est la Alors, question qu'il faut se poser Bonjour. pour savoir si on va décarboner, quoi. Alors, je ne vais pas répondre directement, mais dire que dans le cadre du débat public, en fait, par l'État qui nous a saisis, il y a une étude en cours sur les effets cumulés des projets actuels. Donc, non seulement les effets des différents projets, mais cumulés. Et ça fait bien partie de l'étude en cours qui a été cadrée par une note de l'autorité environnementale qui identifiait bien comme sujet celui de la qualité de l'air et en fait des émissions. Donc, on vous invite sur ce plan-là, le 18 juin, il y aura un temps où cette question sera présentée au débat. L'étude est encore en cours, les résultats ne sont pas encore partagés, mais en tout cas, ça pourra donner des éléments de réponse par rapport à votre question. Et Ça, c'est vrai alors, que pour si on se pose... préciser, cette réunion a lieu en présentiel ou en visio? Oui. Alors, cette réunion est en présentiel et c'est une réunion dans un format un peu long. Alors, c'est un format qui s'appelle World Café ou Café du Monde, c'est-à-dire que le public pourra discuter à des tables et tourner entre les tables sur les différents sujets. Donc, ce n'est pas une réunion comme ça a lieu habituellement à 18h, mais ça démarrera à 16h. Donc, on aura un temps vraiment par table, puis un temps en plénière où on restituera le travail qui aura été fait à chacune du table, où le public pourra tourner entre les tables pour questionner en fait les différents sujets. Et une des tables portera bien sur ce sujet-là, en lien avec le partage de résultats. Alors, l'étude est en cours, mais a priori, on pourra bien partager des premiers résultats et le rapport final est prévu intégral est prévu pour juillet et à publier, bien sûr, sur le site du débat. En ce Du qui coup, Audrey, concerne j'ai dit une bêtise, c'est pas en visio? Non, c'est pas en visio, c'est en présentiel. Ouais, soyons clairs. Je pense que Marc Bayard voulait C'est rajouter en un présentiel et à complément. Fos-sur-Mer, pour être précis. Pardon. Je voulais juste dire un petit mot pour compléter au niveau du changement climatique. Le GIEC insiste beaucoup sur la sobriété. La sobriété, c'est en fait produire moins, mais mieux. Et donc, effectivement, si on veut simplement continuer sur la même lancée, le même système qui fait que finalement on surconsomme, on ne va certainement pas régler le problème du changement climatique. Donc, la sobriété, c'est vraiment ce qui est le principal à mettre en œuvre avant tout effort. Donc, c'est pareil pour l'industrie. Il faut toujours se poser la question de savoir ce qu'on produit. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est utile? Et ça, c'est un problème qu'on ne va pas résoudre en 5 minutes comme ça. Merci. Est-ce que Il y monsieur avait une main levée. Guillot, pardon? Non, oui, non, c'est... Je crois que M. Voilà, Bayard c'est voulait madame. rajouter un complément Oui. peut-être sur cette Oui. question industrielle. D'accord, oui. Réponse, du coup. Oui, Un complément de oui, réponse. donc, oui, donc effectivement, bon, je suis président d'Environnement Industrie, donc on a une mission donc d'accompagnement des industriels donc sur l'application des réglementations environnementales. Alors, je ne vais pas répondre non plus à cette question complexe, mais enfin, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. On a vu dans les présentations qui étaient excellentes d'ailleurs et très claires qu'il y a de l'importation de l'émission de CO2. Quand on dit réindustrialiser, ça veut dire produire chez nous et pas importer. Donc, ça veut dire émettre éventuellement du CO2 chez nous. Sauf si ce qu'on met en place et les nouvelles activités qu'on met en place sont effectivement décarbonées ou à l'équilibre. À ce moment-là, c'est vertueux et c'est quand même l'objectif qui est recherché. Donc, il y aura peut-être, alors je ne dis pas sur la zone de Fos, mais globalement en France, plus d'industrie. Hein. Je rappelle qu'on a divisé par deux l'industrie en France au cours des 20 ou 30 dernières années. Si on veut moins importer d'émissions en tout genre,
il faut produire chez nous pour diverses raisons. Et donc, on va augmenter le nombre d'industries. C'est quand même un petit peu l'objectif. Ça ne veut pas dire qu'on va augmenter la pollution et qu'on va augmenter la production de CO2, l'objectif, c'est effectivement d'avoir des industries vertueuses. Les mouvements qui sont, les transitions ou les transformations qui sont déjà en cours, donc effectivement, on parle de raffinerie de pétrole, alors il y en a déjà une qui a fermé, une qui s'est transformée. Donc des industries existantes se transforment. Alors se transformer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait un palier. On a vu que la baisse des émissions de CO2, elle stagnait depuis, allez, on va dire une bonne dizaine d'années. Il y a eu des paliers à la baisse dans les années 90, et là, il y a eu de fortes baisses, et là, il y a un palier. Pourquoi? Parce qu'il faut changer complètement de procédé. Donc, c'est effectivement la décarbonation, l'électrification des procédés qui va permettre d'y arriver. Voilà, quelques éléments de réflexion ou complémentaires à ces informations. Je crois qu'il reste 2 questions. Anne, ton micro est fermé. Désolée. La question, en fait, c'est un peu le même sujet. C'est la même personne qui l'a posée. Donc, est-ce qu'il y a une évaluation des dangers liés à la mise en place de ces nouvelles industries? Et au fond, donc, ce qui en découle, qui sera responsable en cas d'accident mortel lié à une explosion d'un pipe d'hydrogène? Donc là, c'est plutôt une question qui est dans le cadre du débat. Je laisse Audrey dire un mot. Enfin, Alors, merci. Il y a aussi autour de l'écran, alors je ne sais pas s'il y avait, j'ai vu se connecter quelqu'un de la DREAL tout à l'heure, mais je ne suis pas sûre. Voilà, si en tout cas, n'hésitez pas, je me suis permis de répondre sur l'étude en cours, en tout cas qu'elle serait versée au débat, mais n'hésitez pas à compléter. Sur ces questions d'études de danger, de la même manière, évidemment, dans l'instruction de chaque projet industriel, en fait, il y a eu l'étude de danger qui est versée au dossier d'instruction, mais là, peut-être dans la question qui est posée, et dans le débat, il y aura un webinaire spécifique par rapport au risque et pour comprendre aussi en termes global, voilà, qui est le cœur du débat. Donc ça, je vous invite le 4 juin. C'est un webinaire à 18 h sur les questions de risques naturels et industriels. Mais sinon, je laisse la parole et sur la question plus spécifique donc de la conduite, je ne sais pas s'il y a des industriels autour de l'écran qui souhaitent, je vois M. Bayard qui a levé la main, compléter sur ce point. Votre micro est coupé également. Oui, simplement donc une information. Donc l'hydrogène est déjà très très largement présent sur le territoire. Il y a déjà des conduites d'hydrogène, il y a des échanges d'hydrogène entre les sites. La différence avec le futur, c'est que aujourd'hui c'est un hydrogène d'origine pétrole pour la plupart. C'est un sous-produit ou c'est un produit que l'on fabrique parce qu'on en a besoin dans les procédés industriels. Et la différence, c'est que demain, il devrait être produit donc un hydrogène vert ou le plus vert possible, hein, donc au moins décarboné. Mais je pense, sans trop m'engager, qu'il y aura même dans le futur moins d'hydrogène sur le territoire qu'il n'y en a aujourd'hui. Voilà, donc c'est des procédés qui sont très maîtrisés. Ça fait plus de 40-50 ans qu'il y a des pipelines d'hydrogène qui circulent et qu'on s'échange de l'hydrogène et qu'on en utilise sur tous les sites industriels. Pierre, un complément? Oui, merci. Donc Pierre Monteiller de la DREAL PACA, excusez-moi, je ne savais pas si j'avais le droit de parler ou pas. Bien sûr. Non, juste relativement aux études de danger, donc les canalisations de transport de matières dangereuses, tout comme les ICPE de type Seveso, sont soumises à études de danger, c'est-à-dire qu'elles doivent fournir à l'administration un document qui atteste d'une démarche de réduction du risque à la source, d'identification des différentes menaces et de gestion de ces menaces, de ce qu'on appelle mitigation, donc réduction du risque à la source. Et une fois que le risque à la source est suffisamment réduit et ne peut plus être réduit en dehors d'une réduction de production, on se doit de maîtriser l'urbanisation pour faire en sorte de limiter le plus possible le risque, qui est le croisement des enjeux
avec les aléas, donc entre la probabilité qu'un phénomène apparaisse et que malheureusement sur le moment, les effets et des conséquences irréversibles sur des citoyens ou sur des biens. Mais comme l'a dit Madame Richard, on vous présentera ça plus en détail lors d'un webinaire le 4 juin. Et pour ce qui est de la responsabilité en cas d'accident sur un réseau de transport, le réseau de transport a un exploitant qui est donc à l'origine d'un risque et qui se doit de le mesurer. Et il n'est pas forcément responsable selon les circonstances dans lesquelles l'accident se produit. Mais comme toute exploitation, il y a un exploitant vers qui on pourra en premier lieu se retourner pour mieux comprendre les circonstances et élucider et faire la part des choses pour définir qui est responsable en cas d'événement. Très bien, merci. Anne, je crois qu'il y a encore une ou deux questions et après, comme ça nous permettra de finir à 14h30. On a une. La vapeur d'eau reste seulement quelques semaines dans l'air, mais les émissions industrielles de vapeur ont-elles un effet local d'aggravation des îlots de chaleur l'été? C'est une question pour M. Guillot. Peut-être Laetitia, Joël. Laetitia. Ok. Oui, pardon, Laetitia plutôt. Enfin, les deux. Je peux dire 2 mots là-dessus, effectivement. Oui, vas-y. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre indirect aussi, donc qui est provoqué simplement par les activités humaines, donc l'industrie, et également aussi parce que le réchauffement de l'atmosphère permet à l'atmosphère de contenir plus de vapeur d'eau encore. Donc là aussi, ça amplifie l'effet de serre en fait. Donc, mais ça reste de toute façon, le temps de résidence de la vapeur d'eau étant de quelques jours, quelques semaines, eh bien, ce n'est pas un gaz à effet de serre qui a un effet équivalent au CO2, par exemple. C'est relativement mineur. Et par rapport à l'aggravation des îlots de chaleur, est-ce que ça a déjà été étudié? Est-ce qu'on peut penser que la vapeur d'eau émise par les industriels peut aggraver les îlots de chaleur l'été? Je ne sais pas. Par contre, quand on est dans une atmosphère à forte humidité, au niveau santé, on supporte beaucoup moins des températures élevées. Donc, si on a 30 degrés avec 100% d'humidité, eh c'est délétère. Si on a 30 degrés avec 0% d'humidité, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On peut même aller jusqu'à 50 degrés. S'il n'y a pas d'humidité, c'est bon. Donc, il y a un effet direct de la vapeur d'eau sur l'état de santé des gens. Ça, c'est une évidence, oui. Par contre, pour le fait de l'aggravement de l'effet lui-même, je n'en sais rien, en fait. Merci bien. Donc, je vois qu'il restait peut-être juste la répétition de la question de Marie-Laure Lambert sur la réindustrialisation. Permet-elle vraiment de réduire notre empreinte carbone? Donc, Marc Bayard a donné quelques éléments, mais on voit que ce n'était pas forcément suffisant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette question va être versée dans le système questions-réponses. Voilà, de la CPDP, donc du débat global, pour justement avoir plus de compléments de réponses. Et donc, je vais laisser la parole à Audrey pour conclure ce webinaire. Alors, effectivement, tout à l'heure, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Gwenaëlle, il y a en ligne, en fait, une plateforme où toute personne peut se connecter, mais poser une question ou émettre un avis. Et donc, les questions ensuite sont renvoyées, on les traite et on les renvoie aux personnes concernées pour y répondre sur cet espace de questions. Donc, voilà, c'était juste pour rebondir sur ce que tu venais de dire. Merci, un grand merci aux intervenants, intervenantes, aux personnes qui ont participé aujourd'hui pour éclairer finalement sur ce sujet des émissions, des différents types d'émissions, émissions carbone, émissions dans l'atmosphère. Juste pour préciser que sur ce sujet, dans chacun des dossiers, des projets qui ont été dans la saisine de la CNDP, vous avez également des informations complémentaires projet par projet. Je pense aux 3 projets liés à l'hydrogène du côté dans les Alpes de Haute-Provence, le projet d'Arcelor, le projet de Marseille-Gaglia, le projet du port, mais également les projets qui étaient dans les concertations préalables CNDP. Donc pour les personnes qui seraient intéressées, toutes ces informations-là sont présentes sur le site du débat. Vous avez soit via la cartographie interactive, et à nouveau sur la dimension des effets cumulés, question qui est au cœur du débat et qui était vraiment issue de demandes du public dans des concertations préalables précédentes, de dire pourquoi traite-t-on projet par projet et comment peut-on comprendre
comprendre, avoir une vision d'ensemble. Donc, sur ce plan-là, on vous invite le 18 juin. Alors, j'invite un partage d'écran peut-être sur ces dates et le site du débat pour les personnes qui seraient intéressées. Et également, la question du risque a été abordée, M. Montellier l'a dit également. Donc là, il y a une fiche en cours de préparation par les services de l'État, en complément du dossier qui avait été fait par l'État en début de débat, pour contribuer à l'information du public. Et là, on vous invite le 4 juin à un webinaire. Donc, je vais pas parler plus puisqu'on est à la fin du temps. Simplement, à nouveau, un grand merci et vous inviter à poursuivre sur ces différents sujets dans d'autres temps du débat. Ça peut être aussi au moment des visites de sites industriels. Donc, n'hésitez pas, toute personne est bienvenue pour participer, contribuer à ce débat et faire entendre sa voix. Merci. Et merci au S3PI pour ce temps en commun. Merci aussi à la SNDP pour ce temps commun. Merci aux intervenants vraiment pour vos propos très clairs et très illustrés. C'était très enrichissant. Merci à tous les participants aussi pour vos questions. J'ai bien noté qu'il y avait quelques questions supplémentaires où on le verse dans le SQR, donc système questions-réponses de la CPDP. et donc le prochain café-réponse aura lieu comme d'habitude le dernier mardi du mois de 13h30 à 14h30. Et là, il portera sur la santé et les effets de la pollution de l'air sur la santé avec l'étude révélatrice et ses suites. Merci à tous, bon après-midi et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Il y a un petit questionnaire.